moi, je suis ornithologue, donc je m'intéresse aux oiseaux, mammologue. Bon, c'est venu un petit peu après. Moi, je me suis intéressé aux oiseaux parce que c'était peut-être le plus facile en fait à appréhender par rapport aux plantes ou aux insectes. Mais c'est purement une expérience personnelle. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'ai été exposé à la nature et du coup, ça m'a fait me poser des questions sur qu'est-ce qui m'entourait, c'est quoi ces organismes qui volent, etc. Donc, c'est une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai appris l'ornithologie par moi-même essentiellement, assez peu dans les associations et par après les études universitaires et puis mes premiers boulots, quoi. Donc c'est essentiellement comme ça que j'y suis venu. Après, il y a peut-être une question par rapport à la ville ou... Après, ok. Donc mais c'est un apprentissage continu, quoi. Alors, moi, je suis naturaliste autodidacte. J'ai commencé au moins à partir de l'âge de 4 ans, première photo. On me relevait des insectes, faire mes premiers plumiers. Les plantes arriveront plus tard. Volontairement, même si ça paraît aberrant, j'ai voulu être très rapidement pluridisciplinaire. Donc j'ai fait, je commençais comme je disais par les oiseaux, les insectes, mais rapidement tout était lié. Donc j'ai commencé rapidement à observer absolument tout. Et comme je l'ai dit parfaitement, il n'y avait pas d'association à l'époque. Très peu de gens dedans, donc je m'isolais régulièrement dans énormément de milieux, que ce soit la forêt, les parcs, les jardins, etc. Et également dans la biologie marine. Je donne également des cours en biologie marine. Voilà, donc vraiment pluridisciplinaire. Je plonge en eau douce, en eau de mer. Je fais de temps en temps des missions en Guyane pour le muséum, l'IRD, etc., mais purement autodidacte. Voilà. Et je suis rentré à la ville de Paris il y a maintenant 31 ans. Et à l'époque, le service s'appelait Paris Nature, c'était un service d'éducation à la nature et l'environnement. On a eu jusqu'à une quinzaine de structures d'animation pour accueillir des jeunes publics scolaires, qui étaient des bus nature aménagés pour amener les élèves sur un lieu à caractère naturel. On a l'arboretum qui est toujours dans le bois de Vincennes. On a la maison des oiseaux qui fait la dernière structure que j'ai moi d'ailleurs créée. Voilà, bref, une quinzaine de structures, il ne reste que 4 seulement. Et par la suite, j'ai proposé en 2001 de créer une cellule d'expertise naturaliste, alors créée à la ville de Paris, surtout en tant qu'autodidacte, c'est mal vu. J'ai mis quand même 2 ans et demi à pouvoir la créer. Elle a changé 7 fois de nom en fonction des élus, des hiérarchies, c'est humain. Actuellement, elle s'appelle la division de la biodiversité depuis janvier de l'année dernière. On verra si ça change. Mais comme c'était dit, je suis que technicien. Après, j'ai pas malheureusement, pour des raisons d'éducation familiale, ça ne se fait pas à la nature dans le milieu. Donc je suis passé par la petite porte. Et à l'ex-Paris Nature, puisque ça a disparu, j'ai eu à l'époque à créer le premier jardin de papillons indigènes de France, même d'ailleurs d'Europe, parce que pour de multiples raisons, présente essentiellement du tropical. Et donc j'ai pour rôle à l'heure actuelle à l'agence d'écologie urbaine, on est 110 personnes à travailler sur toutes les thématiques de l'écologie urbaine, pollution des sols, pollution de l'eau, la téléphonie mobile, l'éducation des jeunes publics et des adultes sur tout ce qui est biodiversité, l'alimentation durable, etc. Donc moi au sein de la biodiversité, comme un bureau d'études, je fais des inventaires de faune, de flore, des études d'impact. Je vais en amont, pendant et après des travaux, des réaménagements de, par exemple, des façades de bâtis, des parcs, des jardins, etc. Vérifier les espèces en place, les espèces protégées, les espèces remarquables, patrimoniales. Et je donne mon avis avec un collègue qui, lui, par contre, fera que de la botanique, qui est Paul-Robert Tacax. Moi, je fais faune et flore. Voilà. Merci. Je voulais demander, vous avez tous eu des expériences avec la biodiversité en ville depuis, ça fait longtemps, j'ai l'impression, mais est-ce qu'il y a un moment quand la biodiversité ou la nature en ville est devenue un thème d'intérêt pour les villes, pour les décideurs dans les villes, par exemple, ou est-ce qu'il a toujours été intéressant? Je commence avec Xavier. Alors moi, à l'époque, comme je disais, quand je débutais à la mairie de Paris, on n'avait que des idées totalement approximatives. Et un jeu que j'ai lancé avec des anciens collègues, c'est dans nos différentes structures, je mettais une feuille type. On a commencé par les oiseaux, en effet, c'est souvent le taxon, c'est-à-dire le groupe le plus facile, entre guillemets. À observer, ça ne l'est pas forcément. Voilà. Et donc, j'ai mis des listes d'espèces types et il fallait qu'ils renseignent les lieux, les dates et les noms des observateurs pour commencer à rentrer des données. Sachant qu'on avait fait appel à un ami, Guylain Le Saffre, qui était l'ancien président du Centre ornithologique Île-de-France, qui a été absorbé par la DIC pour la protection des oiseaux en Île-de-France l'année dernière, et il nous a
a fait en 1987 un premier bouquin sur les oiseaux de Paris. C'était déjà la première ébauche. Et par la suite, on a fait travailler différents laboratoires du muséum, notamment les reptiles amphibiens, Roger Bourg en 91, sur des études essentiellement nocturnes des amphibiens. En fait, dans les faits, on était 3 à faire le terrain et eux prenaient les données qui rentraient. Donc les données, on y reviendra. Donc on a commencé à s'intéresser à ces sujets-là, sachant qu'on entendait tout et n'importe quoi. D'où l'intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, où j'ai voulu créer cette cellule expertise naturaliste pour rendre compte de ce qui existait réellement et pas rester sur du « on pense que ». Internet n'existait pas à l'époque. Alors, il y avait 2 choses dans ta question. Non, il y avait... Ah oui. Moi, je sais pas, j'ai pas un recul énorme, mais j'ai l'impression que c'est... il y a eu un gros développement au début des années 2000, fin 90-2000, même s'il y a pu y avoir des expériences de prise en compte de la nature bien avant, notamment à Rennes, dans un certain nombre de villes. Alors moi, j'ai juste l'expérience, par exemple, du département de la Seine-Saint-Denis, au sein duquel j'ai fait ma thèse début des années 2000, et qui était hyper actif en fait dans tout ce que tu as présenté aussi, la collection de données pour déjà savoir qu'est-ce qu'il y a, parce que la première question qu'on se pose, c'est celle-ci. Et après, qu'on structurait en fait à partir de ces données pas mal d'études sur les effets de la gestion des parcs urbains, les effets de l'aménagement plus récemment en dehors des parcs, comment on aménage le territoire pour favoriser cette biodiversité. Donc moi j'ai cette expérience-là des villes du département de la Seine-Saint-Denis. Après, je pense qu'Audrey, toi, tu as aussi d'autres exemples. Mais je pense qu'on est passé d'un concept environnement où on parlait plus gestion des déchets, peut-être de qualité de vie et qualité de l'environnement dans les années 80-90 à un concept biodiversité, c'est-à-dire cet environnement, il n'est pas juste, c'est pas juste un espace vide absent de toute forme de vie, mais il y a réellement des organismes, des communautés qui se structurent, qui évoluent, et donc la biodiversité est apparue, je pense, à ce moment-là, fin des années 90. Alors là, je pense que la nature en ville, elle est étudiée depuis très très longtemps. Par exemple, pour la flore des naturalistes sur la ville de Paris, c'est depuis le XVIIe siècle que des naturalistes ont commencé à faire des catalogues. Donc il y avait Tournefort, Joseph Piton de Tournefort, qui avait fait un premier... alors je me souviens plus du nom, catalogue raisonné des plantes des boulevards extérieurs de Paris, dans la limite des boulevards extérieurs. En plus les noms, je trouvais que c'était assez sympa à l'époque. Les naturalistes, ils cherchaient pas à être courts, mais vraiment le titre était déjà hyper précis sur ce que ça renfermait. Et donc ça c'était 17e. Après il y a eu Vallot. Pendant la Commune, il y a eu Cosson et Germain qui ont étudié pas mal toute la flore qui pouvait pousser sur les environs de Paris. Vallot, lui, c'était la florule des interstices de pavés. Donc il y a eu pas mal de choses déjà par les naturalistes, mais c'était effectivement d'un point de vue naturaliste. C'était pas d'un point de vue écologique. Il y avait pas une étude de l'interaction de ces plantes avec l'environnement, de l'effet de la ville, etc. C'était faire des listes d'espèces. Mais ce qui est déjà assez passionnant parce qu'on peut du coup utiliser. C'est un travail qui a été fait récemment par le muséum. Comparer cette flore qui était présente il y a plusieurs siècles à celle que l'on observe aujourd'hui, puisqu'il y avait des descriptions quand même assez précises des lieux où ont été recensées ces plantes. Donc, en tout cas, sur la ville de Paris, il y a un passif naturaliste qui est assez abondant. Et puis même encore récemment, une personne qui m'intéressait beaucoup, c'est Paul Jovet qui a fait les inventaires dans des milieux de friches, qui était un des premiers, en tout cas en France, à s'intéresser à ces milieux. Voilà. Et par contre, d'un point de vue plus l'intérêt un peu plus écologique, l'approche un peu plus écologique de ces milieux-là, elle a commencé à naître dans les années 70 et pas en France, plutôt en Allemagne. C'est vraiment
l'exemple qu'on prend en tant qu'écologue urbain, c'est là où est un peu née l'analyse de la nature, d'un point de vue un peu plus global du milieu urbain. Donc il y a notamment Herbert Soucop, pareil, c'est une personne qui est assez importante dans le milieu de l'écologie urbaine, qui a commencé à analyser ces milieux, et pareil en commençant par les friches. Donc pour montrer que c'est quand même des milieux qui sont passionnants pour les naturalistes en ville. Et après, si on continue l'histoire, donc où on revient un petit peu en arrière, début 20e, la nature, c'était vraiment en ville, elle était intégrée par les politiques, mais vraiment d'un point de vue hygiéniste, sanitaire, bien-être. Donc il fallait installer des allées d'arbres plantés pour purifier l'air, pour améliorer la santé des habitants. Mais c'était, le point de vue écologique n'existait pas. Mais en tout cas, il y avait une prise en compte du vert, quoi. Donc on nommait pas les espèces, mais il fallait du vert. Donc on crée des squares, des parcs, des promenades. En fait, là où on commence à vraiment considérer l'écologie, distinguer les espèces, les différents types d'habitats, c'est apparu avec la gestion différenciée, la gestion écologique des espaces dans les années 80. Et en Seine-Saint-Denis, ils ont appelé ça avec un mot encore, que je trouve assez sympa, c'est la gestion harmonique. C'est-à-dire qu'on crée des espaces qui soient à la fois accueillants pour la biodiversité, mais aussi pour les citadins, les humains, qui font partie de cette biodiversité, mais donc pour toute la biodiversité, y compris humaine. Donc c'est à partir de ce moment-là, et depuis, donc on a pas mal de choses qui se sont faites, notamment les trams vertes et bleues, la connectivité avec le Grenelle, qui sont vraiment un pas en avant sur l'intégration de l'écologie, où on considère que les espèces se déplacent, qu'il y a des dynamiques, qu'elles évoluent, que c'est pas seulement des éléments fixes ou esthétiques, mais que ça vit, ça bouge, ça évolue, etc., quoi. Et puis après, tout récemment, la loi de reconquête de la biodiversité. Donc ça a pas mal bougé, mais c'est encore pas suffisant, bien sûr. Et ce qui nous inquiète pas mal, donc en faisant ce manuel d'écologie urbaine, où on s'est vraiment appliqué à essayer de faire un résumé de tout ce qui est présent dans la littérature sur ces questions d'enjeux de l'écologie en ville. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que oui, on en parle de plus en plus. Les citoyens sont de plus en plus sensibles, s'inquiètent. Sauf que c'est de plus en plus repris dans des discours politiques ou de communication, mais dans le mauvais sens, quoi. Ça devient vraiment un objet marketing, quoi, presque. Et donc c'est ce qui nous inquiète pas mal. C'est que ça devient du greenwashing, alors qu'on prenait le bon chemin. Et là, faut vraiment être assez attentif pour pas que ça dérive totalement. Et notamment, il y a des exemples d'idées qui sont industrialisées à l'échelle de la ville. On sait que la nature ne supporte pas l'industrialisation. La répétition à outrance d'une même action est complètement négative pour les écosystèmes. Et c'est un peu vers quoi on va, quoi. Les toitures végétalisées sédum partout. Au départ, c'est une bonne idée. Mais si on fait la même chose partout, ça devient quelque chose de, qui va dans le mauvais sens, quoi. Je m'arrête là, mais voilà à peu près. Merci. C'est super intéressant parce que, en effet, penser que la nature en ville a toujours suscité de l'intérêt, mais avec des représentations différentes ou des pratiques différentes, non? Et un peu, je voulais continuer en cette ligne parce que aujourd'hui, comme tu disais, il y a par exemple un discours politique sur l'écologie, il y a les représentations scientifiques qui sont plutôt des données scientifiques. Il y a des autres représentations culturelles comme avec l'art. Et bon,
c'est un peu ces trois représentations qui sont les plus communes. Mais vous, comme scientifique, comme naturaliste, vous produisez des données, en fait, non? Et alors, je voulais demander un peu sur quel type de données, auquel base de données est-ce que vous contribuez, en fait? Et je sais pas, je peux commencer avec François, peut-être? Je pense que la notion de données, elle est très liée à la notion de protocole. C'est la façon de récolter ces données, qui peut se faire de 1000 façons si on observe un oiseau, par exemple. Et ces protocoles, ils sont très liés à la question qu'on pose, quoi. Donc, une question va déterminer un protocole et une façon de récolter les données et d'organiser les données, parce que c'est pas juste la collecte. Donc en fait, pour moi, la notion de données, voilà, c'est pas, comme tu dis, c'est une représentation scientifique, mais il y a quand même derrière des concepts, des théories qui nous conduisent à penser telle ou telle chose et à structurer nos questions. Donc c'est pas que des données, juste la base de données comme t'as montré. Après, sur l'utilisation des données, quel type de données on utilise, je pense qu'on est passé d'un système où chaque chercheur produisait ses données et ne souhaitait pas forcément les partager, comme tu le disais, avec les autres, et ça continue de l'être pour pas mal de personnes, à un système où on a tellement de données qu'on sait plus quoi en faire, en fait, parce qu'on a des systèmes de collecte de données qui sont automatisés, qui sont structurés, les sciences participatives, voilà, qui collectent des ensembles assez phénoménaux de données. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on a des systèmes maintenant, des méthodologies d'analyse de données comme le data mining, qui va aller vers quelque chose de très inductif. On va se poser des questions à partir de la description même de ces données. Alors moi personnellement, j'ai souvent utilisé les données que je récoltais depuis que je me suis mis un peu à étudier les oiseaux, vers des choses très larges. Donc comme je parlais tout à l'heure avec les jeux de données de sciences participatives, donc qui sont produites en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle, la plateforme Viginature. Donc Bird Lab en l'occurrence, c'est une application pour renseigner le comportement des oiseaux à la mangeoire, et en même temps c'est un outil à tout citoyen pour appréhender cette nature qu'il connaît pas forcément, mais pas un outil très compliqué à s'approprier, quoi. Et avec lequel il va vite progresser de lui-même. Donc voilà. Mais la gestion, les données, on les choisit de façon assez opportuniste et on essaie de faire avec des méthodologies et avoir un regard critique surtout dessus, quoi. Alors, oui, donc c'est d'abord les données qu'on produit et celles qu'on utilise, c'est ça? Est-ce que je contribue? Oui, j'ai contribué. Quand j'ai commencé au Conservatoire botanique, en fait, les botanistes du CBNBP ont comme mission de récolter justement un nombre de données, et c'est même calculé par jour. Enfin, il faut sur une commune avoir recensé au moins 300 espèces. C'était à l'époque où j'y étais. Peut-être maintenant on est à plus ou moins, je sais plus. Mais il fallait un nombre d'espèces, d'habitats répertoriés sur une commune pour se dire qu'on avait à peu près fait le tour de la commune. Donc à cette époque-là, au cours de ma thèse au Conservatoire botanique, j'ai fait 1000 relevés sur tout le département des Hauts-de-Seine, qui ont intégré la base de données du CBNBP qui s'appelle Flora, qui a plusieurs millions de données à ce jour sur son territoire d'agrément, qui est l'Île-de-France, mais beaucoup plus largement, et autour. Et donc là, les données sont effectivement pas tant que protocolées que ça, c'est-à-dire que donc à mon époque, on allait sur une commune, donc voilà, c'est ça le territoire de suivi. Et on cartographiait à la main les habitats qu'on allait recenser, et on choisissait ces habitats de manière à ce qu'ils soient les plus différents les uns par rapport aux autres, pour avoir une diversité recensée au global la plus forte possible.
Et donc, il n'y a pas forcément de protocole sur une aire minimale recensée, un temps passé minimal, etc. Et donc, cette absence de standardisation, ce que j'ai pu voir après en analysant les données, peut être un frein important pour comparer les sites entre eux ou dans le temps. Donc après ça, mais par contre, l'intérêt de ces données, lorsqu'on choisit les sites où on va, lorsqu'on essaye d'avoir des sites très différents, c'est qu'on va pouvoir observer des espèces patrimoniales, des espèces de fort intérêt, puisqu'on va essayer d'aller vers les choses les plus intéressantes. Donc c'est des données qui sont par exemple les plus intéressantes pour produire des atlas d'espèces, enfin de milieux, puisqu'on va être assez exhaustif. Et donc, mes données ont notamment servi à produire l'atlas de la biodiversité du département des Hauts-de-Seine. Mais après ça, donc, quand j'ai continué mes travaux, je n'ai fait que des données standardisées après ça. Et j'ai notamment participé à à la création de pas mal de programmes de sciences participatives sur la flore. Donc avec Vigiflore, qui est un programme de sciences participatives pour des botanistes confirmés, qui consiste à faire des relevés dans 10 placettes d'1 mètre carré et sur des sites qui sont aléatoires, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas où l'on va et on fait 10 placettes à cet endroit. Et chaque année, on y retourne. Et ça, c'est un programme qui est fait à l'échelle nationale. Après, il y a un programme de sciences participatives qui est plus dédié au milieu urbain, qui est Sauvage de Maru. Là, qui est donc pour un public beaucoup plus amateur. Donc on n'est pas obligé d'avoir des compétences botaniques pour participer à ce programme. Il suffit de se procurer le guide de Sauvage de Maru pour pouvoir identifier les espèces qui poussent dans les rues. Et donc là, il s'agit de faire une portion de trottoir, relever toutes les espèces qu'on observe sur cette portion de trottoir. Et enfin un dernier programme là où vraiment je me suis beaucoup investie et que j'anime encore, même en étant passée de Paris à Strasbourg, je l'anime maintenant à l'échelle de Strasbourg, qui est Florilège Prairie Urbaine, et qui est un programme dédié aux gestionnaires des espaces verts. Et pareil, qui ne nécessite pas forcément des compétences, sauf qu'en fait les gestionnaires ont des très bonnes compétences en botanique. Et pareil, qui consiste à recenser au sein de leur prairie qu'ils gèrent les espèces présentes dans 10 carrés d'1 mètre carré. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'en plus de recenser les espèces qu'ils observent, ils indiquent aussi quel type de gestion ils appliquent sur ces milieux. Ce qui nous permet directement de faire le lien entre un type de gestion et une composition, une diversité observée sur un milieu. Et le fait que ce soit eux-mêmes, les gestionnaires, qui réalisent ces relevés, ça leur permet aussi donc de voir l'effet de leur gestion et d'orienter leur gestion au cours des années de manière à ce qu'elle soit la plus favorable à une plus grande diversité ou une diversité plus typique de ces types de milieux prairiaux. Et après, comme on étudie la ville, donc on recense des données sur les espèces présentes, mais on est amené à utiliser beaucoup d'autres outils. Et notamment, donc tout à l'heure, tu as fait référence à un outil où la résolution à l'échelle de la ville, elle est de 500 mètres carrés. Et donc ça, c'est un énorme problème pour nous, une problématique que j'ai soumis justement à mon nouveau laboratoire où il y a beaucoup de géographes, géomaticiens. Je ne sais pas en fait dans la salle quelles sont vos disciplines, mais si vous avez des idées là-dessus, ou si vous avez résolu le problème, mais en fait, la plupart des outils qu'on utilise pour étudier la ville, donc qui sont des outils d'occupation du sol, de surface végétalisée, des bâtiments, etc. La résolution, elle est en général 500 mètres carrés, 600 mètres carrés. Et en fait, la surface moyenne des espaces verts en ville, elle est de 200 mètres carrés. Donc en gros,
la plupart des espaces de végétation qu'on trouve en ville ne sont pas sur les cartes, ne sont pas visibles. Tous les petits jardins individuels, les microsquares ne sont pas présents et pourtant ont un rôle important. Et donc c'est une grande problématique pour nous puisque c'est notre milieu d'études et on est nous assez précis sur nos relevés, sur ce qu'on observe et on n'arrive pas à avoir des outils qui nous permettent vraiment d'avoir une résolution équivalente pour décrire la ville. Mais il y a des orientations, il y a des pistes, notamment avec les outils de télédétection qui peuvent être hyper précis. Voilà, donc il y a des choses qui vont se développer, mais en tout cas, à ce jour, ce qu'on utilise, les écologues, ce qu'ils utilisent en général, sont des résolutions trop faibles. Effectivement, il y a ce biais de surface. Donc, par exemple, on a des chiffres en Europe, en moyenne, c'est 20. C'est pas en moyenne, mais c'est une borne entre 20 et 40% d'espace vert en ville. Mais si on regarde effectivement un peu plus précisément les petits espaces, on est capable de monter jusqu'à 60%, 70% d'espace vert en ville, ce qui est énorme. Donc ça dépend vraiment des structures de la ville. Après, il y a une troisième dimension, c'est-à-dire la dimension verticale, qui est presque pas explorée en fait en ville. À quel point la hauteur des bâtiments va jouer sur ce qu'on disait tout à l'heure, les capacités de dispersion des organismes, à quel point la densité de végétation, l'hétérogénéité verticale de ces structures-là peut jouer sur la biodiversité. En fait, là-dessus, on n'a presque aucune réponse. Donc il y a encore énormément de choses à faire effectivement dans la description même de ces habitats, quoi. Je voulais juste terminer par un dernier outil qu'on utilise pas assez aussi, mais qui est une vraie richesse, c'est toutes les données qui portent sur les caractéristiques des espèces que l'on recense. Souvent, quand on étudie la biodiversité en ville, on l'étudie d'un point de vue quantitatif, combien d'espèces on a sur tel milieu. Et par exemple, François a montré qu'on peut aussi s'intéresser à des caractéristiques comme est-ce qu'une espèce est plutôt urbanophobe, urbanophile, etc. Et c'est des informations en plus qui sont vraiment très importantes à analyser. Et donc, il y a par exemple, alors pour la flore, on est vraiment bien loti, on a énormément de données sur les caractéristiques des espèces. Donc, par exemple, quelle plante est pollinisée par les insectes, quelle plante est pollinisée plutôt par le vent, sur quel type de sol, ou dans quel type de milieu on peut retrouver ces espèces. Est-ce qu'elles sont plutôt sur des sols riches en nutriments ou plutôt pauvres, la hauteur, etc. Enfin, pas mal de paramètres qui peuvent venir détailler ce que l'on observe en termes d'effet de la ville sur les communautés. Et ces bases de données sont encore très peu utilisées et très peu nourries. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, pour les plantes, on utilise beaucoup d'indicateurs qui ont été produits dans les années 70, de caractéristiques des espèces qui ont été produites dans les années 70, où les botanistes allaient mesurer, observer, pas seulement nommer les plantes, mais vraiment faire des mesures sur leurs caractéristiques. Et on sait que l'évolution, elle va très vite. Donc ces plantes ont forcément évolué depuis les années 170, mais on utilise toujours ces données anciennes pour caractériser la biodiversité actuelle. Donc moi, par exemple, ce que je veux faire là dans les années qui viennent, c'est vraiment aller vers l'observation de ces traits, aller sur le terrain et en plus de les nommer, les mesurer sur un gradient d'urbanisation et comprendre comment l'urbanisation affecte les caractéristiques de ces espèces qu'on appelle les traits fonctionnels en écologie. Je voulais juste complexifier un peu la question. Bon, je sais que Xavier, en particulier, comme tu es expert naturaliste, je voulais savoir un peu, c'est quoi l'articulation entre l'expertise naturaliste
et la formation scientifique des bases de données? Ou en quel moment est-ce qu'on fait appel à une expertise au terrain de ce type? Et en quel moment est-ce qu'il faut faire un appel à une base de données ou la formation d'une base de données? Et peut-être pour le complexifier un peu plus aussi, est-ce que cette expertise naturaliste au terrain, est-ce que ça devient plus ou moins important dans le contexte des big data, des data mining, des data écosystèmes pour la planète? Je ne sais pas si vous avez écouté de ça, mais c'est comme des énormes bases de données à échelle globale. Est-ce que l'expertise devient plus ou moins importante dans ce contexte? Je vais déjà reprendre au début par rapport aux bases de données employées par la ville de Paris. À l'origine, avant qu'Internet existe, on utilisait Excel, Word et compagnie. Par la suite, lorsque Nature Paris s'est montée, qui est devenue ensuite l'Agence régionale pour la biodiversité, l'ARB, ils ont proposé Serena. Donc nous étions parfaitement intéressés. C'est la base de données employée par la Réserve naturelle de France, RNF. 2 ans plus tard, ils ont changé cette base qui devait être Serena 2. On est passé à Setia 1, puis Setia 2. Prochainement, peut-être au courant. Non, peut-être Setia 3. C'est la réunion qu'on a la semaine prochaine, je crois. On en reparlera. Je sais, je suis appuyé. Voilà. Bon, cette base de données, Setia, qui est le nom d'un petit oiseau aquatique, une rosserole aquatique, la bouscarde de Séti. Cette base de données nous est extrêmement utile. Moi, pour la ville de Paris, je travaille tous les jours, vraiment tous les jours dessus. J'ai énormément de données. Nous, ville de Paris, on a accepté d'y adhérer donc il y a 4 ans, à la condition qu'il y ait quelqu'un parmi nous, ville de Paris, en l'occurrence moi, qui ait la main sur tout. C'est-à-dire que je peux interroger la base en ayant accès à toutes les données, même cachées. Sinon, je vois pas trop l'intérêt, tellement j'ai moi, me concernant, de demandes de nos élus. Forcément, quand nous on fait nos inventaires sur le terrain, on ne peut pas être partout, comme tu l'as dit très bien. On fait appel à des bureaux d'études supplémentaires, comme Biotop, comme Aquascope, qui a été aussi absorbé par Biotop, tout ce qui est zone humide, etc., pour compléter nos inventaires de terrain. Et on l'interroge régulièrement à la base pour vérifier sur un site donné qui va être aménagé, qui va être impacté, qui sont aussi bien aquatiques comme la Seine, les canaux, ce qu'on travaille à l'heure actuelle, que des parcs, des jardins, du bâti, vérifier les espèces qui ont été vues par nous comme par d'autres. Nous, ville de Paris, on a à peu près 60 000 données, ce qui n'est pas encore énorme, on pourrait aller au-delà. Enfin bref, voilà. Donc le but du jeu, on interroge cette base, comme demandé encore vendredi, pour vérifier les espèces déterminantes SNIEF, c'est les zones naturelles d'intérêt écologique et faunistique, pour vérifier si sur des sites donnés, il y a des espèces particulières à valoriser par un type de gestion donnée. Quand on crée des parcs, même à Paris, on en crée encore des grands parcs. Actuellement, dans le nord du 19e, c'est le parc... bon, j'en trouve plus son nom, vas-y. Non. Bon, bref, j'en trouve plus le nom. Non, les Holidates. Non, là, c'est l'extension qu'on est en train de créer. Bon, enfin bref, on crée des nouveaux parcs et à chaque fois avant qu'il y ait de terrassement, qu'il y ait tous ces autres spécialistes que sont les paysagistes et autres, avant qu'ils ne foutent tout en l'air, pour le dire clairement, avant qu'ils ne détruisent tout, avec un autre collègue, donc le botaniste dont je parlais, Paul-Robert Tacax, on vérifie les espèces et habitats. Avant, on ne le faisait pas. Avant, on ne faisait, comme tu l'as dit, on ne faisait qu'un inventaire d'espèces, une sorte de catalogue. Bon, très bien. Maintenant, on essaie de voir les interactions entre les espèces et les habitats, les écosystèmes. Et en milieu urbain, il y en a une très grande diversité. Depuis les macro-milieux, les macro-habitats, les bois, les parcs, les jardins, et les micro-milieux que vont être les pavés enherbés, que vont être les écorces de certaines espèces. Donc, on cherche des espèces particulières. À partir de ça, on peut diriger plus ou moins les équipes qui vont être dédiées à nos créations, aux restaurations de parcs jardins. Faites ceci, pas cela. Tel lieu, donc ce fameux lieu dont j'ai pas retrouvé le nom, dans le nord de Paris, où il y a du criquet à aile bleue. On a 2 espèces de criquet à aile bleue, une qui était une espèce protégée régionale. On dit, il y a ça là. Donc vous n'intervenez pas le milieu à tel moment, ou si vous intervenez, vous faites une zone de restauration, de refuge pour cette bestiole-là. Et je suis sûr qu'on est des casse-pieds, mais c'est notre rôle. En tant qu'écologue, on n'a pas un métier facile, même avec nos élus. En tentant, on doit leur dire non, espèces et habitats protégés. Un autre exemple,
tu as parlé tout à l'heure des chauves-souris. On a également à Paris la plus grande colonie d'hibernation de pipistrelles communes d'Europe de l'Ouest, la plus grande allée polonaise. Ce sont nos collègues amis du muséum qui suivent ça depuis 91, avec Sandra Carr, Jean-François Julien, Philippe Lustre, etc. Nous, on s'est attelé avec eux en 2011. Moi, je le faisais en off avec eux, par amitié. Mais réellement, Ville de Paris, on l'a repris en 2011 avec eux. Plus l'expertise de l'Office national des forêts, l'ONF. On a des chiroptérologues, spécialisés chauves-souris. Donc, on fait des inventaires forcément en période de hibernation, lorsqu'il y a les grands froids, c'est-à-dire de novembre à mars. On évite les périodes critiques de décembre, voire début janvier, pour éviter de déranger ces animaux-là. Cette colonie, maintenant qu'elle est connue, elle est sur la petite ceinture ferroviaire du 14e arrondissement, que l'on co-gère avec la SNCF Réseau. Et sous ce tunnel-là, qui fait 600 mètres de long, 25 de large et 5 mètres de haut, c'est pas très sexy comme tunnel, mais on a, sur les années, entre 500 et 600 espèces. Bon, on n'a pas les 1200 espèces qu'on avait il y a quelques années, mais bref. Individus. Il y en a 2 qui suivent. Ouf. Voilà, donc il y a individus. Donc on y retourne encore la semaine prochaine avec les chiroptérologues dont j'ai parlé, plus Sandrine Milano, etc. Donc c'est des vrais enjeux. L'intérêt de ces bases de données, c'est qu'on veut dire, bien sûr que si on peut témoigner, on a des informations sur ces espèces et habitats protégés. Typiquement, quand un de mes collègues du muséum, Jean-François Julien, m'a dit, t'es au courant, il va y avoir un impact sur le parking qui est au-dessus de ce tunnel-là qui va être détruit. Il va y avoir un impact sur les chauves-souris. Je dis, heureusement que tu me mets au courant. Donc, ayant un rôle transversal avec les 21 directions de la ville de Paris, c'est énorme, 60 000 personnes à la ville, c'est quelque chose de tentaculaire. J'ai prévenu la direction de l'urbanisme, je lui ai dit, est-ce que tu es au courant, enfin, une des filles qui travaille sur le sujet, sur ton secteur, il y a tel risque d'impact. Elle m'a dit, oh mais ça va être traduisible, hein. Tu m'emmerdes avec tes bestioles. Mais on agit quand même. Je dis, je t'embête peut-être, mais c'est la loi, espèces et habitats protégés. Donc tu n'as pas le choix. Donc moi je te le dis, c'est mon boulot. Et de toute façon, les collègues du muséum et d'autres organismes vont aussi intervenir, sans compter les médias. Donc c'est pas un ennui, c'est un véritable joyau, ce patrimoine-là. Donc il faut absolument valoriser. Donc les bases de données rendent compte de ce que l'on observe. J'aurais aussi ce que tu disais, enfin vous disiez tous les deux à propos des sciences participatives. On renseigne également beaucoup de données, et même en allant dans un autre sujet qui est l'éco-labellisation. On a près de 450 parcs, jardins et squares. Nos jardiniers, forestiers, etc., s'attellent à essayer de mettre une valeur patrimoniale sur les écosystèmes qu'ils ont. Donc on leur a défini 91 niveaux d'habitat, et ainsi que des listes d'espèces particulière pour qu'ils arrivent à peu près à dire voilà, on a vu ça. Ça renseigne sur la patrimonialité du site qu'ils ont en gestion. Par extension, on les forme bien entendu couramment, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont beau être jardiniers, voire même des paysagistes avec lesquels on travaille depuis des années, ils n'ont pas forcément la connaissance de la reconnaissance des plantes, voire même leur origine. Quand on parle de plantes exotiques et horticoles, voire indigènes régionales ou indigènes méditerranéennes, tout ça, ça les dépasse. Donc on forme ces gens-là et on définit leur parc et jardin après 9 critères qui permettent de leur dire, voilà, en termes de biodiversité, voilà ce que vous pouvez encore faire de mieux, ou au contraire, voilà ce que vous faites extrêmement mal. Après, on est suivi, on n'est pas suivi. On est là pour conseiller, on est que des écologues. Voilà. Mais donc toutes ces bases de données servent à ces sujets-là. Donc c'est quelque chose qu'on interroge très couramment. J'ai répondu, ou il manque quelque chose, je ne sais plus. Bon, est-ce que tu trouves qu'il y a une articulation particulière entre tes expertises de naturaliste et les bases de données ou les données scientifiques, ou pour toi, en ton expérience, peut-être c'est vraiment la même chose? Comme l'a dit Audrey, ça nous sert à alimenter des atlas de la biodiversité communale, notamment les ABC. Atlas de la ville de Paris, qu'on est en train de le réactualiser, celui de 2006 qu'on avait fait avec nos amis du muséum. Donc ça permet de rendre compte via la cartographie. On a aussi forcément des cartographes parmi nous, travaillent sur CapGeo et d'autres logiciels, pour associer et la cartographie et les écosystèmes et les espèces. Et bien sûr, c'est de l'open data. C'est ce que moi j'adorais quand on a adhéré à la proposition de Nature Paris, enfin maintenant l'ARB, c'est échanger, c'est pas tout garder pour soi. Voilà. Et après tout ça, enfin en tout cas la base CETIA est censée, je dis est censée,
parce que c'est pas toujours le cas, je le vérifie malheureusement très couramment, alimenter la base nationale dont tu as parlé, l'INPN, Inventaire National du Patrimoine Naturel, via le logiciel dédié Cardops ou Carnat, suivant ce que vous employez. Moi, je rentre énormément de données sur ce logiciel national, mais quand je travaille pour la Ville de Paris, je travaille que sur CETIA. Voilà. Donc c'est important que l'on puisse échanger avec nos autres collègues les données d'observation. Et ça permet d'appuyer nos raisonnements en disant ne faites pas ceci en telle saison ou de telle manière, utilisez tel type de matériaux ou tel type de végétaux que vous allez planter, qu'il soit du végétal de préférence régional, local. On influence même énormément nos horticulteurs ou les centres de production horticole pour qu'ils aillent dans l'autre sens. On n'est pas des bobos, chacun on est là vraiment pour essayer de remettre une patrimonialité dans nos parcs et jardins, parce qu'il n'y a pas que le beau, il y a aussi même dans les plantes indigènes des espèces extraordinaires qui ont coévolué sur des milliers ou des millions d'années avec tout un cortège d'insectes et d'autres arthropodes, voire d'oiseaux. Donc il faut refavoriser ces liens. C'est pas que la plante objet, c'est la plante support de vie. Et c'est ça qu'on essaye extrêmement couramment de remettre en jeu, et les bases de données nous y aident énormément. Je voulais peut-être juste rajouter un rôle de ces bases, parce que effectivement on s'en sert au quotidien donc pour évaluer des sites, la valeur d'espace, mais ce qui est ces bases de données issues de programmes de sciences participatives, comme elles commencent à avoir un recul conséquent, notamment pour les oiseaux, où le premier observatoire, le suivi temporel des oiseaux communs, est né en 1989, donc on commence à avoir un recul important. L'intérêt de ces outils, donc qui portent, donc on a parlé des oiseaux, de la flore, des chiroptères, mais tout un tas d'insectes. Enfin donc c'est assez large, on va dire dans la chaîne alimentaire par exemple, ce qui est couvert en termes de suivi. Ces données, elles permettent aussi de suivre l'état de ces différents groupes au cours du temps. Et par exemple, donc quand j'étais à l'Agence régionale de la biodiversité, une de mes missions, c'était de produire un état de santé de la biodiversité sur le territoire à partir de ces données. Et ce qui est assez important, parce que effectivement on nous envoie assez souvent bouler sur vous nous embêtez avec vos petites bêtes ou avec vos petites plantes, mais quand on montre par des chiffres, donc par exemple pour les oiseaux, c'était un oiseau sur 5 en 10 ans qui a disparu à l'échelle de la région. Dans les milieux agricoles, c'est 30% de diversité, d'abondance en insectes, en papillons, en oiseaux, en flore, en moins, pareil sur à peine une dizaine d'années. C'est révélateur, c'est fort, c'est assez choquant. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il faut effectivement passer par les médias pour que les politiques commencent à s'en emparer, à comprendre et à réagir. Mais voilà, un des intérêts aussi qu'on n'avait peut-être pas abordé, c'est ce recul temporel qui nous permet de voir l'évolution de la biodiversité. Et il y avait quand même un résultat qui était positif, c'était justement en plein cœur urbain. Sur la flore, donc en gros, dans tous les milieux, la diversité a chuté cette dernière décennie, et il y a un espace dans les interstices des trottoirs, les pieds des arbres, où la flore a carrément augmenté d'un facteur, c'était plus de 90%. Alors on part de très bas, on avait 3-4 espèces sur 10 mètres carrés, et on a doublé le nombre d'espèces. Ça, c'est un résultat du zéro phyto, de la végétalisation des pieds d'arbres, et c'est tout de suite visible. Donc c'est aussi ça qui est important à montrer aux politiques, c'est que l'action, la biodiversité, elle réagit très vite. Et donc là, une politique mise en œuvre, zéro phyto, et puis tout ce que met en œuvre la ville sur les pieds d'arbres, a tout de suite été favorable à la flore. Pas encore sur les papillons, les oiseaux. L'effet en chaîne n'est pas encore visible, mais voilà. Donc un des rôles de ces bases est aussi celui-là.
Ouais, non, j'aime bien ce que dit Audrey, c'est qu'on veut pas vous casser le moral tout le temps, donc il y a aussi des résultats positifs. Donc pour la flore, c'est le cas, mais tu dis pour les oiseaux, c'est pas encore le cas, mais si, on a des exemples d'espèces qui reviennent en vie, enfin qui reviennent ou qui colonisent la ville, qui ils n'étaient pas présents avant. Donc c'est parfois même des espèces dont on n'aurait pas soupçonné le retour. Le faucon pèlerin, par exemple, à Paris. Mais c'est aussi des espèces beaucoup plus communes qui de proche en proche vont venir s'installer en ville. L'épervier d'Europe à Paris maintenant est assez courant. Hein. Donc c'est un rapace qui va venir participer à cette régulation de la chaîne alimentaire. Et d'autres espèces, du Puyo véloce, on en voit de plus en plus. Donc il y a vraiment des choses nouvelles à explorer. Alors, en termes de dynamique de population, en termes d'évolution biologique, des adaptations, comme tu le disais, qui peuvent se faire de façon assez rapide et qui montrent que dès qu'il y a un vide, dès qu'il y a un changement, la nature s'organise pour combler le vide. Bon, il faut terminer ici parce que c'est le temps pour le café. Mais s'il y a des questions, vous pouvez les poser à toutes ces personnes pendant le café. Bon, alors nous avons à peu près 20 minutes pour le café. D'accord, merci.